Mon fils a trouvé une note collée sur son jouet. Ce qu'elle disait m'a fait appeler la police. Je croyais que le pire son au monde était les pleurs de mon fils, jusqu'à ce que j'entende le silence. Sous son camion jouet, le doux murmure du papier contre le plastique. C'est un gentil garçon. Je le reverrai quand vous ne regarderez pas, 8 mots qui ont fait voler mon monde en éclats. En tant que mère célibataire, j'avais affronté des nuits blanches, un divorce amer et la bataille constante pour nous maintenir à flot, mais rien ne m'avait préparé à cela, le moment où les objets ordinaires deviennent des armes, où le sable des aires de jeu cache des prédateurs, où les mots innocents d'un enfant, l'homme a dit de ne rien dire, vous glace le sang. On dit que l'instinct d'une mère est de protéger. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment cet instinct se transforme quand la menace ne vise pas seulement votre enfant, mais vous observe tous les deux depuis le début. Et peut-être, juste peut-être, vous connaissez mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Je pensais savoir ce qu'était la peur, le jour où j'ai signé les papiers du divorce, les mains tremblantes comme des feuilles d'automne, la première nuit seule dans cette petite location de 2 chambres, écoutant chaque craquement et gémissement du bois qui se tassait, le matin où j'ai déposé Léo pour son premier jour de maternelle, ses petits doigts glissant des miens. Mais la vraie peur? Elle ne m'a trouvé qu'un mardi après-midi d'octobre, lorsque mon fils de 5 ans m'a tendu un camion jouet avec un mot collé en dessous. Avant ce moment, notre vie s'était installée dans un rythme confortable. Je m'étais taillé une vie décente en tant que graphiste indépendante, travaillant depuis notre table de cuisine pendant que Léo était à l'école. Nous avions déménagé dans ce quartier il y a 6 mois, assez loin de Nolan pour que je n'ai pas à m'inquiéter de rencontres gênantes à l'épicerie, mais assez proche pour qu'il puisse maintenir ses visites du week-end avec Léo sans trop de tracas. Ce n'était pas parfait, mais c'était à nous. Simple. Sûr. Ce mardi-là, j'avais récupéré Léo à l'école et l'avais emmené au parc Hillcrest, comme nous le faisions la plupart des après-midi. L'air d'automne avait cette fraîcheur parfaite, pas assez froid pour porter des gants mais juste assez pour rosir les joues de Léo alors qu'il courait vers l'aire de jeu. « Regarde-moi, maman » a-t-il crié, grimpant à l'échelle du plus haut toboggan. J'ai souri et lui ai fait un pouce levé, m'installant sur un banc d'où je pouvais le garder en vue tout en consultant mes courriels. Un client avait besoin de révision sur un logo, rien d'urgent, mais assez pour diviser mon attention pendant quelques minutes. Léo jouait dans le sable avec son camion ben jaune préféré, le remplissant et le vidant méthodiquement en fredonnant pour lui-même. Un si sérieux petit travailleur, mon garçon. Alors que Nolan s'était toujours plaint que Léo était trop calme, trop sensible, je chérissais sa prévenance, la façon dont il étudiait les choses avec ses yeux marrons profonds qui ne manquaient rien. Mon téléphone a sonné, mon plus gros client, avec une demande de dernière minute. J'ai répondu, gardant les yeux sur Léo tout en discutant des détails du projet et des délais. Il n'était qu'à 6 mètres, creusant dans le sable, en parfaite sécurité dans ce parc de quartier calme que nous visitions presque quotidiennement. L'appel a duré peut-être 10 minutes. Quand j'ai raccroché, Léo mettait son camion dans son sac à dos, prêt à partir sans même que j'aie à l'appeler. Toujours si intuitif. Prêt pour un encas à la maison, mon grand, ai-je demandé en lui tendant la main. Il a hoché la tête, glissant sa petite paume dans la mienne. On peut avoir des tranches de pommes avec du beurre de cacahuète? Absolument. Le trajet jusqu'à la maison a pris moins de 10 minutes, Léo bavardant sur la tour qu'il avait construite dans le bac à sable et sur un écureuil qu'il avait observé depuis la clôture. Rien d'inhabituel. Rien qui ne suggère que pendant que j'étais au téléphone, quelqu'un avait approché mon fils. À la maison, j'ai préparé l'encas de Léo pendant qu'il s'installait à la table basse avec ses jouets. Je coupais des pommes quand il a crié « Maman, regarde mon camion ». « C'est bien, chérie », ai-je dit distraitement, me concentrant pour ne pas me couper le doigt. « Non, tu dois regarder en dessous. » L'homme a dit que tu devais. Le couteau s'est figé dans ma main. Quel homme, Léo? L'homme au parc. Sa voix était neutre, comme celle des enfants qui ne comprennent pas encore le danger. J'ai posé le couteau et je suis allé dans le salon. Léo a levé son camion ben jaune, celui avec lequel il jouait au parc. Il a dit de te donner ça, a expliqué Léo en retournant le camion. Collé au fond se trouvait un morceau de papier plié. Mes doigts tremblaient tandis que je le décollais, dépliant ce qui ressemblait à du papier d'imprimante ordinaire. Le message était tapé en texte noir et simple, c'est un gentil garçon. Je le reverrai quand vous ne regarderez pas. La pièce a basculé. Mes poumons semblaient se figer, incapables de prendre une inspiration. J'ai regardé Léo, qui m'observait avec des yeux curieux, complètement inconscient de la façon dont notre monde venait d'être brisé. Léo, ai-je réussi à dire,
essayant de garder ma voix stable. Qui t'a donné ça? À quoi ressemblait-il? Léo a haussé les épaules, déjà plus intéressé par son camion. Je ne sais pas. Il avait des chaussures grises, et il sentait comme l'hôpital quand je me suis fait mal au bras. Antiseptique? Parfum? Je ne pouvais pas dire ce qu'il voulait dire. T'a-t-il dit autre chose? Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Léo a levé les yeux, son expression soudainement sur la défensive. Il a dit de ne rien dire. Mais je voulais te le dire. La fierté et la terreur m'ont envahi à parts égales. Mon fils avait su qu'il devait me le dire, malgré ce que cet étranger avait dit. Mais quelqu'un l'avait approché, lui avait donné quelque chose, alors que j'étais assise à quelques mètres de là, distraite par un appel téléphonique. Je me suis déplacé dans la maison dans un flou, vérifiant les serrures des portes, les loquets des fenêtres, fermant les stores, tout cela pendant que mon cerveau hurlait « Appelle la police !» Appelle la police maintenant. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le 911, gardant Léo à portée de main tout le temps. 911, quelle est votre urgence? Quelqu'un. Ma voix s'est étranglée. J'ai recommencé. Quelqu'un a approché mon fils de 5 ans au parc et a attaché une note menaçante à son jouet. J'ai besoin de la police. S'il vous plaît. La répartitrice a pris mes informations, m'a dit que des agents seraient bientôt là. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Nolan, qui a répondu à la 4e sonnerie. Qu'est-ce qui se passe, Célia? Il semblait distrait, probablement au travail. Quelqu'un a menacé Léo, ai-je dit, les mots me brûlant la gorge. Au parc. A laissé une note disant qu'il le reverrait quand je ne regarderais pas. Silence, puis, Jésus-Christ. As-tu appelé la police? Ils sont en route. Moi aussi. J'ai raccroché et j'ai pris Léo sur mes genoux, le serrant fort pendant que nous attendions. Il s'est tortillé au bout d'une minute. Maman, tu m'écrases. Désolé, mon bébé. J'ai relâché mon étreinte mais je l'ai gardé près de moi, respirant l'odeur de son shampoing, essayant de ralentir mon cœur qui s'emballait. La police est arrivée 20 minutes plus tard. 2 agents ont pris les premières informations mais ont dit qu'une inspectrice ferait le suivi. Ils étaient à peine partis que l'inspectrice Amira Costa est arrivée, se présentant avec une poignée de main ferme et des yeux clairs et intelligents qui m'ont immédiatement mis à l'aise. Elle n'était pas ce à quoi je m'attendais, pas l'inspectrice bourrue et usée par le temps des séries télévisées. Elle était habillée de manière professionnelle avec un pantalon sombre et un blazer, ses cheveux naturels tirés en arrière, son attitude calme et concentrée. Puis-je voir la note, a-t-elle demandé après les présentations. Je lui ai tendu le papier, maintenant scellé dans un sac en plastique par les premiers agents, et le jouet. Je lui ai donné le camion de Léo, qu'elle a examiné attentivement avant de le placer dans un sac de pièces à conviction. Madame Reine? Mademoiselle, ai-je corrigé automatiquement. J'ai repris mon nom de jeune fille. Reine est le nom de mon ex-mari. Elle a hoché la tête. Mademoiselle Reine, je sais que c'est effrayant, mais je dois poser quelques questions à Léo. Est-ce que ce serait possible? J'ai hésité, regardant mon fils, qui dessinait maintenant à la table basse, apparemment imperturbable. Puis-je rester avec lui? Bien sûr. L'inspectrice Costa s'est assise par terre près de Léo, mais pas trop près. Elle a parlé doucement, lui posant des questions sur le parc, sur son camion, sur l'homme qui lui avait donné la note. Léo a répondu de sa manière réfléchie habituelle mais n'a pas pu fournir beaucoup plus que ce qu'il m'avait déjà dit, l'homme avait des chaussures grises, sentait l'hôpital, n'était pas effrayant. Il avait un chapeau, a ajouté Léo, dessinant des cercles sur son papier. Et des lunettes, peut-être. Je ne me souviens pas de son visage. Bien. Costa a hoché la tête, prenant des notes. Tu te débrouilles très bien, Léo. Est-ce que l'homme t'a touché? Léo a secoué la tête. Non. Il m'a juste donné le papier pour mon camion et a dit que c'était un jeu secret pour maman. Mon sang se glaça. La porte d'entrée s'est ouverte et Nolan a fait irruption sans frapper. Il portait encore ses vêtements de travail, la cravate de travers, les cheveux en désordre comme s'il y avait passé les mains. Où est Léo? Il va bien? Ses yeux se sont posés sur l'inspectrice Costa. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous trouvé qui a fait ça? Costa s'est levé avec aisance, se présentant. Monsieur Reine, je présume. Oui, Nolan Reine.
Il s'est approché de Léo, s'agenouillant à côté de lui. « Eh, mon grand, ça va ?» Léo a hoché la tête, imperturbable. « Je dessine un dinosaure. » Nolan m'a regardé, puis Costa. « Alors, qu'est-ce qui est fait? Qui est ce salaud de malade qui approche mon fils? » « Nous enquêtons, monsieur Rennes, » a dit Costa calmement. « La note sera analysée pour les empreintes, et nous examinerons toutes les caméras de sécurité dans le secteur. En attendant, je recommande une vigilance accrue. Pas de temps à l'extérieur sans surveillance pour Léo, même dans votre jardin. » Nolan s'est tourné vers moi, la colère brillant dans ses yeux. « Tu étais censé le surveiller. » « C'est ce que je faisais, » ai-je dit, la chaleur de la défensive montant à mes joues. Il était juste devant moi. Clairement pas, sinon un taré n'aurait pas pu s'approcher. Monsieur Rennes, l'interrompit doucement Costa, ce type de prédateur attend spécifiquement des moments de brève distraction. Ils sont opportunistes. Mademoiselle Rennes a fait exactement ce qu'il fallait en nous contactant immédiatement. Nolan s'est légèrement dégonflé, mais je pouvais voir l'accusation persister dans ses yeux. C'était le même regard qu'il m'avait lancé tout au long de notre mariage chaque fois que quelque chose n'allait pas. Ta faute. Toujours ta faute. Après que Costa soit parti avec les preuves et la promesse d'augmenter les patrouilles dans notre quartier, Nolan a insisté pour rester dîner, bien que ce ne soit pas son jour prévu avec Léo. Je n'ai pas discuté, malgré nos problèmes, je savais qu'il aimait Léo farouchement, et honnêtement, je ne voulais pas être seul. Nous avons mangé de la pizza à emporter, observant attentivement Léo, cherchant des signes de traumatisme qui n'étaient pas évidents. Il semblait aller bien, la résilience des enfants étant à la fois une bénédiction et une malédiction. Il ne comprenait pas le danger, ne pouvait pas saisir pourquoi l'homme amical du parc avait laissé sa mère le visage blême et tremblant. « Je dormirai sur le canapé », a annoncé Nolan après que nous ayons mis Léo au lit. « Juste pour cette nuit. » J'ai hoché la tête, trop épuisé pour discuter. « Merci. J'ai à peine dormi, à l'écoute de tout son, de toute indication d'un intrus. Quand je me suis assoupi, c'était dans des rêves agités remplis d'hommes sans visage et de jouets d'enfants alignés comme des pierres tombales. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé au son de pas dans le couloir. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant, puis j'ai réalisé qu'ils étaient trop légers pour être ceux d'un adulte. Je l'ai trouvé debout dans le couloir, les yeux ouverts mais vides, somnambule. Il n'avait jamais fait ça avant. « Léo », ai-je murmuré en lui prenant doucement les épaules. « Chérie, réveille-toi. » Ses yeux sont restés sans expression, mais ses lèvres ont bougé. L'homme était dans ma chambre. Mon sang s'est transformé en glace. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai emmené dans mon lit, où je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, le regardant dormir, me demandant qui nous observait. Cette nuit-là a tout changé. Les mots innocents de Léo sur l'homme dans sa chambre ont brisé le peu de sentiment de sécurité qu'il me restait. Au matin, je fonctionnais à l'adrénaline et à la peur, faisant des plans avant même que Nolan ne se soit réveillé sur le canapé. J'installe des caméras, lui ai-je dit autour d'un café, ma voix ne laissant aucune place au débat. Porte d'entrée, porte arrière, chambre de Léo, couloir. Nolan, les yeux ensommeillés mais alertes, a hoché la tête. Je m'en occupe. Quoi d'autre? Des lumières à détecteur de mouvement à l'extérieur. De nouveaux verrous. Des alarmes de fenêtre. Il m'a observé par-dessus sa tasse. Célia, penses-tu que c'est quelqu'un qui te vise spécifiquement? Pas juste un prédateur au hasard? La question m'avait hanté toute la nuit. La note avait été si personnelle, si délibérée. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne prends aucun risque. Après le départ de Nolan pour le travail, promettant de revenir ce soir-là, j'ai appelé mes clients pour leur expliquer que j'avais besoin de quelques jours de congé. Puis j'ai emmené Léo à l'école, parlant avec son enseignante et le directeur des procédures de sécurité. Personne ne devait le récupérer sauf moi ou Nolan, sans exception. Dans l'après-midi, j'avais commandé tout un système de sécurité en ligne pour une livraison le lendemain et j'étais en train de visser un nouveau verrou lorsque ma voisine, Tilda Crane, est apparue à ma porte de côté, portant une assiette de biscuits. Tilda était une figure du quartier, une veuve d'une 50aine d'années aux cheveux noirs striés d'argent toujours attachés en un chignon désordonné. Elle avait les yeux perçants de quelqu'un qui remarquait tout et les mains usées de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie. « J'ai entendu l'agitation hier », a-t-elle dit sans préambule. « Je me suis dit que vous pourriez en avoir besoin. » Elle m'a tendu l'assiette. Pépites de chocolat au beurre de cacahuète.
Le vrai truc, pas cette saleté achetée en magasin. Merci, ai-je dit, sincèrement touché. Voulez-vous entrer? Tilda est entrée, ses yeux balayant la pièce d'un air évaluateur. Où est votre garçon? À l'école. J'ai failli le garder à la maison, mais... Mais la routine normale est importante, a-t-elle terminé en hochant la tête. Malin. Elle s'est installée à ma table de cuisine sans y être invitée, prévoyant clairement de rester un moment. Alors, quelqu'un a laissé une note. J'ai hésité, mais le regard direct de Tilda rendait les mensonges inutiles. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, regardant son visage devenir de plus en plus grave. J'ai vu une voiture, a-t-elle dit après que j'ai fini. Garée trop longtemps en face de votre maison la semaine dernière. Sombre. Je n'ai pas pu distinguer le conducteur. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais ma tasse de café. L'avez-vous dit à la police? Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. Je le ferai maintenant. Elle m'a fixé d'un regard stable. Avez-vous vérifié votre courrier aujourd'hui? Non, pourquoi? Juste une intuition. Elle s'est levée. Vérifiez-le. Et Célia? Ne négligez rien d'étrange, peu importe à quel point c'est petit. Après le départ de Tilda, je suis allé à ma boîte aux lettres avec un sentiment d'effroi. Parmi les factures et les prospectus habituels se trouvait une enveloppe blanche unie sans adresse de retour. Pas de cachet de la poste non plus. Livré à la main. À l'intérieur se trouvait une photographie de Léo au parc, pas d'hier, mais de la semaine dernière. Il était sur les balançoires, en train de rire. J'étais visible en arrière-plan, le dos tourné alors que je parlais au téléphone. Quelqu'un nous avait observés. Depuis combien de temps? J'ai appelé l'inspectrice Costa immédiatement. Elle est arrivée en moins d'une heure, mettant l'enveloppe et la photo dans un sac, son expression soigneusement contrôlée mais ses yeux brûlants d'intensité. Cela aggrave les choses, a-t-elle dit. Les prédateurs opportunistes et aléatoires ne mènent généralement pas de surveillance au préalable. Donc c'est ciblé, ai-je dit, les mots creux dans ma poitrine. Il semble que oui. Elle a hésité. Mademoiselle Reine, je dois vous demander. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vouloir vous faire du mal, à vous ou à votre fils? Un client en colère? Quelqu'un de votre passé? Mes pensées sont allées immédiatement à Nolan. Notre divorce avait été amer, son infidélité exposée, ses tentatives de me faire passer pour instable quand je l'ai confronté. Mais irait-il aussi loin? Cibler son propre fils? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mon ex-mari et moi ne nous sommes pas quittés en bons termes, mais cela semble extrême, même pour lui. Nous allons enquêter sur tout le monde, a dit Costa. En attendant, documenter tout ce qui est inhabituel, peu importe à quel point cela semble insignifiant. Après son départ, j'ai récupéré Léo à l'école, lui tenant la main trop fort pendant que nous rentrions à la maison. Ce soir-là, Nolan est arrivé comme promis, aidant à installer le système de sécurité qui avait été livré en urgence. Il faut qu'on parle, ai-je dit après que Léo soit au lit. Quelqu'un a laissé une photo de Léo dans ma boîte aux lettres. Il nous observe. Le visage de Nolan a perdu sa couleur. Jésus. L'inspectrice Costa a demandé si quelqu'un voudrait nous faire du mal. J'ai observé attentivement sa réaction. Si quelqu'un avait une dent contre nous. Ses yeux se sont rétrécis. Tu penses que je ferais ça à mon propre fils? Je ne sais plus quoi penser. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il m'a serré la poitrine malgré tout. Quelqu'un m'a envoyé un message, aussi. Il y a environ un mois. Il a sorti son téléphone, me montrant un texto d'un numéro inconnu, « Tu ne mérites pas ta famille. » Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je exigé. Je pensais que c'était juste un mauvais numéro ou peut-être un de tes amis qui était mesquin à propos du divorce. Il a fait les 100 pas dans la cuisine. Je n'ai jamais pensé que c'était ça. Je l'ai cru. Aussi manipulateur que Nolan puisse être, son amour pour Léo était sincère. La peur dans ses yeux maintenant était réelle. Reste ici encore ce soir, ai-je dit. S'il te plaît. Le lendemain matin, j'ai demandé à Léo de dessiner ce dont il se souvenait de l'homme du parc. Il s'est assis à la table de la cuisine avec ses crayons de cire, le front plissé de concentration. Quand il a eu fini, il a poussé le papier vers moi. Il montrait un bonhomme allumette sans trait de visage, sauf 2 cercles sombres pour les yeux. La silhouette portait ce qui ressemblait à un chapeau,
et Léo avait colorié les pieds en gris. C'est tout ce dont je me souviens, maman, a-t-il dit, attrapant déjà une nouvelle feuille pour dessiner autre chose. J'ai montré le dessin à Costa quand elle est passée pour vérifier nos nouvelles mesures de sécurité. Elle l'a étudié en fronçant les sourcils. Les dessins d'enfants peuvent être difficiles à interpréter, a-t-elle dit, mais l'absence de traits faciaux est intéressante. Soit Léo ne s'en souvient vraiment pas, soit quoi? Soit l'homme dissimulait délibérément ses traits. Chapeau baissé, peut-être des lunettes de soleil. Un masque d'une sorte ou d'une autre. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison de mon enfance, la petite maison bleue du Vermont où j'avais grandi. Dans le rêve, j'étais à la fois adulte et enfant, errant dans les couloirs familiers qui s'étiraient et se déformaient comme dans un palais des glaces. Au bout du couloir se trouvait la porte du placard de mon ancienne chambre. Maintenant cadenassée. De l'intérieur venaient des bruits de grattement, comme des ongles sur du bois. Je me suis réveillé en sursaut, emmêlé dans mes draps. L'horloge numérique indiquait 2h44. Au bout du couloir, la veilleuse de Léo projetait une douce lueur sous sa porte. Je me suis glissé dans sa chambre et j'ai jeté un coup d'œil. Il dormait, serrant son dinosaure en peluche. Le lendemain, Costa a appelé, demandant à me rencontrer. Nous nous sommes assises dans un café pendant que Léo était à l'école, Nolan montant la garde à l'extérieur du bâtiment. Nous avions convenu que l'un de nous l'aurait toujours à l'œil maintenant. Je dois vous dire quelque chose, a dit Costa en remuant son café intact. Cette affaire, elle est personnelle pour moi. J'ai attendu, observant son expression soigneusement contrôlée. Ma sœur a été enlevée quand elle avait 7 ans. J'en avais 9. Sa voix est restée professionnelle, mais ses yeux contenaient une vieille douleur. Nous étions à une foire de comté. J'étais censé la surveiller pendant que nos parents faisaient la queue pour la nourriture. J'ai été distraite par un jeu. Quand je me suis retourné, elle avait disparu. Je suis vraiment désolé, ai-je murmuré. On ne l'a jamais retrouvée. Les doigts de Costa se sont resserrés sur sa tasse. C'est pour ça que je suis devenue inspectrice. Et pourquoi je crois que cette affaire est liée à quelque chose de plus grand. Que voulez-vous dire? Elle a sorti sa tablette, me montrant un rapport de police. Il y a 2 mois, un autre enfant a trouvé une note sur sa chaussure au parc Westlake. Formulation similaire. Les parents ne l'ont signalé que plusieurs jours plus tard, pensant que c'était une farce. Un froid s'est répandu dans ma poitrine. L'enfant a-t-il été enlevé? Non, mais la famille a déménagé peu de temps après. Elle a glissé vers un autre écran. Nous enquêtons sur des incidents similaires dans les comtés voisins. Quand je suis rentré à la maison, Léo faisait la sieste chez Tilda, la voisine. Elle avait proposé de le garder pendant que je rencontrais Costa, et avec nos nouveaux protocoles de sécurité en place, j'avais accepté. J'ai profité du moment de calme pour vérifier les images de nos nouvelles caméras de sécurité, soulagé de ne rien trouver d'inhabituel. Jusqu'à ce que je sorte sur le porche et que je trouve le camion Ben jaune de Léo posé bien en évidence devant la porte. Le camion que j'avais vu l'inspectrice Costa mettre dans un sac de pièces à conviction il y a des jours. Avec des mains tremblantes, j'ai appelé Costa, puis Nolan. En les attendant, j'ai revu les images de sécurité, cette fois en remontant plus loin. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. À exactement 2h44, l'heure où je m'étais réveillé de mon cauchemar, une silhouette se tenait à la fenêtre de la chambre de Léo. Elle portait des vêtements sombres et un chapeau bas, son visage ne se tournant jamais vers la caméra. Après 30 secondes d'immobilité, elle a placé quelque chose sur le rebord de la fenêtre et s'est éloignée. Quand Costa est arrivé, elle a confirmé le pire. Le casier des pièces à conviction avait été forcé. Le camion de Léo avait disparu. Quelqu'un ne s'était pas contenté de nous observer, il était entré dans le commissariat de police. Le matin après avoir trouvé le camion de Léo sur notre porche, l'inspectrice Costa est arrivée avec 2 autres agents et un technicien de la police scientifique. Ils ont relevé les empreintes, vérifié les serrures des fenêtres et retiré ce qui ressemblait à un petit appareil électronique du rebord de la fenêtre de Léo, l'objet que la silhouette avait laissé derrière elle. C'est un dispositif d'écoute, a confirmé Costa, la voix tendue de colère. Rudimentaire, mais fonctionnel. Je me suis senti violé une fois de plus. Cette personne ne s'était pas contentée de nous observer, elle avait écouté nos moments les plus intimes, les histoires du soir de Léo et ses marmonnements de minuit, mes appels téléphoniques avec Nolan sur nos mesures de sécurité. Costa m'a tendu le sac de pièces à conviction contenant la note du camion de Léo.
Regardez attentivement. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel? J'ai étudié le papier, remarquant pour la première fois un léger filigrane, un croissant de lune à l'intérieur de ce qui semblait être un œil. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Nous ne sommes pas encore sûrs, a admis Costa, mais je l'ai déjà vu sur une autre affaire. Elle a hésité. Mademoiselle Reine, je pense qu'il est temps que nous creusions plus profondément dans votre passé. Et celui de votre famille. Ma famille? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à voir avec ça? Les prédateurs de ce genre ont souvent des liens avec leurs victimes, parfois remontant à des années. Pendant que Costa passait des appels depuis sa voiture, Tilda est apparue à ma porte arrière, le visage inhabituellement grave. Elle serrait une tasse de thé qui fumait dans l'air frais du matin. « Je dois vous parler » a-t-elle dit, les yeux se posant sur les voitures de police dans mon allée. Seul. J'ai jeté un coup d'œil à Léo, qui regardait des dessins animés sous l'œil vigilant d'un jeune agent. C'est à propos des notes, a continué Tilda en baissant la voix. Et du symbole. Un frisson m'a parcouru. Comment connaissez-vous le symbole? Parce que je l'ai déjà vu. Ma nièce, Becca. Il y a 12 ans. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle a disparu. A laissé une note avec cette même marque. Une lune dans un œil. Je l'ai invitée à entrer, mon esprit s'emballant. Qu'est-il arrivé à votre nièce? Ils ont dit qu'elle avait fugué. 17 ans, vie de famille difficile. La bouche de Tilda s'est tordue amèrement. Je n'y ai jamais cru. Becca ne serait pas partie sans me dire au revoir. L'avez-vous dit à l'inspectrice Costa? Pas encore. Je voulais vous le dire d'abord. Elle a posé sa tasse. Il y a plus. L'homme qu'il soupçonnait, il travaillait à l'hôpital. Un aide-soignant. Cette odeur antiseptique que votre garçon a mentionnée. Je me suis affalé sur une chaise, mes jambes soudainement faibles. L'ont-ils jamais trouvé? Non. L'affaire a été classée. Elle s'est penchée en avant. Mais j'ai continué à creuser. J'ai trouvé des mentions de cas similaires remontant à des décennies. Des enfants approchés, des notes laissées. Parfois ils disparaissent, parfois non. Pourquoi n'enlèverait-il pas tous les enfants qu'il approche, ai-je murmuré, horrifié même en posant la question. Je ne sais pas. Peut-être qu'il sélectionne. Qu'il teste. Ses yeux ont rencontré les miens. Ou peut-être que quelqu'un l'arrête parfois. Cette nuit-là, après le départ de la police et que Nolan ait emmené Léo à son appartement jugé plus sûr pour le moment avec son portier et son système de sécurité, je suis tombé dans un sommeil épuisé, hanté par des rêves vifs. J'étais de retour dans la maison de mon enfance, debout devant cette porte de placard verrouillée. Dans le rêve, j'avais une clé serrée dans mon poing. En m'approchant de la porte, j'ai remarqué de profondes entailles dans le bois, des marques de griffes, comme si quelque chose avait essayé désespérément de sortir. La clé a glissé dans la serrure avec un clic froid. En la tournant, une voix a chuchoté de l'intérieur, « Tu m'as oublié ». Je me suis réveillé trempé de sueur, le souvenir du rêve si vif qu'il semblait réel. Quelque chose à propos de ce placard me tracassait, une peur d'enfance à moitié remémorée que je ne pouvais pas tout à fait situer. Le lendemain, Costa est arrivé avec une expression troublée. Il faut que nous parlions de Nolan Reine. Mon estomac s'est noué. Quoi à son sujet? Sa vérification d'antécédents a révélé quelque chose. Elle a posé un document sur la table, une ordonnance restrictive, déposée contre lui pendant ses études universitaires par une ex-petite amie. J'ai fixé le papier, engourdi. Il ne m'en avait jamais parlé. La petite amie se plaignait de harcèlement après leur rupture, il la suivait, laissait des notes. Ça vous dit quelque chose? Vous pensez que Nolan est derrière tout ça? L'idée semblait à la fois impossible et terriblement plausible. Et le symbole? Le lien avec la nièce de Tilda? Nous explorons toutes les pistes. Le téléphone de Costa a vibré. Elle l'a vérifié en fronçant les sourcils. Je dois prendre cet appel. Excusez-moi. Pendant qu'elle sortait, j'ai appelé Nolan. Pas de réponse. Mon cœur s'est emballé alors que j'essayais à nouveau. Finalement, à la troisième tentative, Célia, qu'est-ce qui ne va pas? Où est Léo, ai-je exigé. À l'école. Je l'ai déposé il y a 1 heure. Il a fait une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'ordonnance restrictive à l'université? Le silence s'est étiré entre nous.
Finalement, comment as-tu appris ça? C'est ça ta réponse? Pas une explication? Il a soupiré lourdement. C'était un malentendu, Célia. Mélissa et moi avons rompu. C'était compliqué. Elle a surréagi à quelques textos. En obtenant une protection légale contre toi. L'affaire a été classée, Célia. Tu peux vérifier les dossiers. Sa voix s'est durcie. Est-ce vraiment sur ça que nous devrions nous concentrer maintenant, alors que quelqu'un menace notre fils? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. Par la fenêtre, j'ai vu Costa sprinter vers ma maison. Je dois y aller, ai-je dit à Nolan. Va voir Léo. S'il te plaît. J'ai raccroché alors que Costa faisait irruption par la porte. Nous avons trouvé une autre note, a-t-elle dit à bout de souffle. Sous votre essuie-glace. La note était dans la même police simple et tapée, tu aurais dû continuer à regarder sous le lit. Sous le lit? Mon rêve du placard dans la maison de mon enfance m'est revenu à l'esprit. Je dois aller quelque part, ai-je dit soudainement. Chez ma mère dans le Vermont. Maintenant. C'est lié. Je ne sais pas comment, mais ça l'est. J'ai attrapé mes clés. Léo est avec Nolan. Je serai de retour demain. Je viens avec vous, a dit fermement Costa. C'est peut-être ce qu'il veut, vous séparer de Léo. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis plus de 2 ans, pas depuis qu'elle avait critiqué mon rôle de parent au 3e anniversaire de Léo. Notre relation avait toujours été tendue. Elle était critique, distante, plus soucieuse des apparences que des liens affectifs. Le trajet jusqu'au Vermont a duré 4 heures, Costa me suivant dans sa propre voiture. La maison de mon enfance semblait plus petite que dans mes souvenirs, une maison coloniale bleue de 2 étages qui avait autrefois semblé être un manoir à mes yeux d'enfant. Ma mère a répondu à la porte avec une surprise non dissimulée. Célia? Qu'est-ce que tu fais ici? À 70 ans, Eleanor Porter restait impeccablement soignée, cheveux parfaitement teints en châtain, maquillage appliqué avec précision, vêtements chers et de bon goût. Je dois voir mon ancienne chambre, ai-je dit sans préambule. Elle a cligné des yeux, décontenancée par ma franchise. Pourquoi faire? C'est important, maman. S'il te plaît. Elle s'est écartée à contre-cœur, les yeux s'écarquillant à la vue de Costa derrière moi. Qui est-ce? Inspectrice Amira Costa, s'est-elle présentée avec aisance. J'accompagne simplement mademoiselle Reine pour une affaire personnelle. Mon ancienne chambre était restée en grande partie inchangée, les mêmes murs lavande, les mêmes meubles blancs. Mais la porte du placard, qui dans mon rêve était marquée de griffures, était maintenant couverte par une bibliothèque. Quand as-tu déplacé ça? Ai-je demandé à ma mère. Elle a haussé les épaules. Il y a des années. Tu n'utilisais plus la chambre. Aidez-moi à la déplacer, ai-je dit à Costa. Ensemble, nous avons déplacé la bibliothèque. Derrière elle, la porte du placard était intacte. Pas de marque de griffe, mais quelque chose d'encore plus troublant, un lourd cadenas. Pourquoi est-ce verrouillé? Ai-je exigé. Le visage de ma mère était devenu pâle. Du rangement. Juste de vieilles choses. Ouvre-la. Célia, c'est ridicule. Ouvre-la, maman. Maintenant. Avec des mains tremblantes, elle a récupéré une clé de sa chambre. Le cadenas s'est ouvert d'un clic, et Costa a ouvert la porte en grand. À l'intérieur, le petit placard était tapissé de dessins, des dessins d'enfants épinglés sur toutes les surfaces. Et parmi eux, sans aucun doute, se trouvaient des dessins faits par Léo quand il était tout petit, des dessins que je n'avais jamais vus auparavant. Comment as-tu eu ça? Ai-je murmuré en me tournant vers ma mère. Léo n'est jamais venu ici. Avant qu'elle puisse répondre, Costa a eu un hoquet, pointant une coupure de journal épinglée parmi les dessins. Le titre disait « Homme de la région interrogé dans une affaire de leur d'enfant, 1995 ». La photo granuleuse montrait un jeune homme conduit dans un poste de police. Et dans le coin de la coupure se trouvait un symbole manuscrit, un croissant de lune à l'intérieur d'un œil. « Maman, ai-je dit, ma voix à peine audible, qu'est-ce que c'est ?» Ma mère s'est affalée sur mon lit d'enfant, paraissant soudainement ses 70 ans. « J'essayais de te protéger », a-t-elle murmuré. Toutes ces années. Quand je suis rentré le lendemain soir, épuisé et sous le choc de ce que j'avais appris, Tilda attendait sur mon porche. Elle m'a tendu une coupure de journal de 1995. J'ai trouvé ça dans mes recherches, a-t-elle dit.
J'ai pensé que tu devrais le voir. L'article détaillait un homme qui ciblait les mères célibataires, utilisant des jouets d'enfants pour accéder aux familles. L'homme n'avait jamais été attrapé. Pendant que je lisais, mon système de sécurité a sonné, mouvement détecté à l'intérieur de la maison. Costa et moi nous sommes précipités à l'intérieur, ne trouvant aucun intrus. Au lieu de cela, nous avons découvert Léo caché sous la table de la cuisine, tremblant. Il m'a dit de me cacher encore, a murmuré Léo quand je l'ai pris dans mes bras. « Qui, mon bébé ?» ai-je demandé, le cœur battant. « Qui t'a dit de te cacher ?» Mais Léo a juste enfoui son visage contre mon épaule, refusant d'en dire plus. Cette nuit-là, après le départ de Costa et que Léo se soit enfin endormi, je suis allé le voir une dernière fois. En m'approchant de son lit, quelque chose sur son oreiller a attiré mon attention, une petite poupée de porcelaine avec un sourire peint. Une poupée que j'ai reconnue instantanément. Elle m'avait appartenu quand j'étais enfant, la même poupée que j'avais enterrée dans le jardin de la maison de mon enfance, dans la tombe de mon chien d'enfance. La poupée dont personne en vie n'aurait dû connaître l'existence. Je n'ai pas pu dormir après avoir trouvé la poupée. Comment le pourrais-je, alors que quelqu'un avait placé mon jouet d'enfance, un jouet que j'avais enterré avec mon chien, Rusty, quand j'avais 7 ans à côté de mon fils endormi? C'était impossible. Personne n'aurait pu savoir pour cette poupée, pas même ma mère. Au matin, Léo était collant et silencieux, refusant de me laisser hors de sa vue. J'ai appelé son école pour dire qu'il ne viendrait pas, puis j'ai contacté Nolan, qui est arrivé en moins d'une heure. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang, Célia ?» a-t-il exigé quand je lui ai montré la poupée. D'abord le camion réapparaît, et maintenant ça? Avant que je puisse répondre, l'inspectrice Costa a appelé. Sa voix était tendue d'urgence. Je dois vous voir immédiatement. J'apporte des dossiers. Ne discutez de rien au téléphone. 30 minutes plus tard, Costa a étalé des documents sur ma table de cuisine pendant que Nolan occupait Léo dans le salon. Les papiers montraient des rapports de police, des photographies et des cartes s'étalant sur 2 décennies. J'ai fait le lien entre les affaires, a dit Costa, les yeux injectés de sang après ce qui était clairement une enquête de toute une nuit. 4 incidents non résolus sur 20 ans, tous avec le même schéma, des notes, des symboles, des enfants approchés. Elle a tapé sur une carte où des épingles rouges marquaient des emplacements. Et toutes les victimes vivaient à moins de 8 km des endroits où vous avez vécu, Célia. La pièce semblait basculer. Ce n'est pas possible. Le premier était dans le comté de Berkshire, en 2003. Vous viviez avec votre mère dans le Vermont, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Le deuxième à Albany, en 2008. Vous y étiez à l'université. Puis Rochester, en 2015, où vous avez déménagé après avoir épousé Nolan. Et maintenant, ici. Je me suis affalé sur une chaise. Vous pensez que je suis lié à ces affaires? Que je suis impliqué d'une manière ou d'une autre? Pas délibérément, a clarifié Costa. Mais je pense que celui qui fait ça vous suit depuis très longtemps. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à tout cela. Qui aurait suivi mes déplacements pendant des décennies? Qui aurait su pour la poupée? Il y a autre chose, a dit Costa doucement. Le symbole, le croissant de lune à l'intérieur d'un œil. Il est associé à un groupe marginal appelé l'œil creux. Une secte, plutôt. Un collectif pseudo-scientifique obsédé par la mémoire et l'innocence. Il croyait que les enfants pouvaient être conditionnés pour transférer l'innocence par la mémoire. Leurs écrits sont largement incohérents, mais ils ont fait l'objet d'une enquête dans les années 90 pour mise en danger d'enfants. Un frisson m'a parcouru. Pensez-vous qu'ils sont derrière tout ça? Costa a hésité. Le groupe est censé s'être dissous il y a des années, mais leur symbole continue d'apparaître. Léo est alors entré dans la cuisine, serrant son jouet dinosaure. « Maman, j'ai faim. » Alors que je lui préparais un sandwich, il a soudain levé les yeux. L'homme a dit qu'il connaissait ton nom. Avant que ce ne soit Reine. Le couteau que je tenais a retenti sur le comptoir. Quel homme, Léo? Quand a-t-il dit ça? Les yeux de Léo se sont écarquillés à ma réaction. L'homme dans mon rêve la nuit dernière. Il a dit qu'il te connaissait avant que tu ne sois un oiseau. Reine? Un roitelet, ou reine en anglais? Mon nom de jeune fille, Porter. Le nom que j'avais repris après mon divorce d'avec Nolan. Mais Léo ne le savait pas. Je ne lui avais jamais dit mon nom de jeune fille. Costa et moi avons échangé un regard.
Léo, dit-elle doucement, qu'est-ce que l'homme dans ton rêve a dit d'autre? Léo a haussé les épaules, déjà en train de perdre intérêt. Je ne me souviens pas. Il était gentil, cependant. Il a dit qu'il me cherchait depuis longtemps. Cet après-midi-là, pendant que Nolan emmenait Léo à son appartement avec des instructions strictes de ne pas le perdre de vue, Costa et moi avons fait des recherches sur l'œil creux en ligne. Le groupe avait été fondé par un professeur de psychologie nommé Marcus Webb, qui avait été discrédité après avoir publié des articles sur la mémoire héréditaire et le transfert d'innocence. Il croyait que les traumatismes de l'enfance créaient des schémas de mémoire spécifiques qui pouvaient être extraits et étudiés, a expliqué Costa en parcourant de vieux articles de presse. Ces méthodes étaient considérées comme contraires à l'éthique, et il a perdu son poste universitaire en 1991. Qu'est-il devenu? Disparu. Certaines sources disent qu'il est mort dans l'incendie d'une maison en 1997, mais le corps n'a jamais été formellement identifié. Nous étions si absorbés par nos recherches que le coup frappé à ma porte d'entrée nous a fait sursauter toutes les deux. C'était Hilda, son visage habituellement calme rouge d'excitation. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit en me tendant une clé USB. Des fichiers cryptés d'un vieux forum. Ça m'a pris toute la nuit pour les déchiffrer. Costa a branché la clé dans son ordinateur portable. Les fichiers contenaient des dizaines d'enregistrements audio, étiquetés uniquement avec des initiales et des dates. Elle a cliqué sur l'un d'eux. La voix d'un enfant a rempli la pièce, pleurant doucement, puis murmurant des mots indéchiffrables. L'enregistrement suivant était similaire, un enfant différent, le même schéma de pleurs suivi de murmures. Nous en avons écouté plusieurs, chacun plus troublant que le précédent, jusqu'à ce que nous arrivions à un étiqueté, LW. Les initiales de Léo. Costa a cliqué sur lecture. L'enregistrement a commencé par les pleurs habituels, mais quand les murmures ont commencé, les mots étaient clairs, Léo, cours. Mon sang s'est glacé. C'est ma voix. Mais ce n'était pas possible. Je n'avais jamais enregistré un tel message, jamais murmuré ces mots. Le téléphone de Costa a sonné, brisant le terrible silence qui s'était installé. Elle a répondu, son expression devenant de plus en plus alarmée. Quand, a-t-elle exigé? Combien d'agents sont? Oui, j'arrive. Elle a raccroché, rassemblant déjà ses affaires. Tilda Crane a disparu. Un voisin a vu quelqu'un la forcer à monter dans une voiture il y a 1 heure. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Restez ici. Verrouillez les portes. J'enverrai un agent surveiller la maison. Après son départ, j'ai appelé Nolan, frénétique de prendre des nouvelles de Léo. Nous allons bien, m'a-t-il assuré. On joue à des jeux vidéo. Porte verrouillée, système de sécurité activé. Nolan, Tilda a été enlevée. La personne derrière tout ça. Jésus, a-t-il soufflé. Célia, je dois te dire quelque chose. Un homme m'a approché le mois dernier. Il a dit qu'il enquêtait sur toi. Mon cœur a raté un battement. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné avant? Il a montré des papiers, a dit qu'il était un détective privé enquêtant sur des allégations selon lesquelles tu étais instable, potentiellement dangereuse pour Léo. La voix de Nolan a baissé. Je ne lui ai rien dit, mais il savait des choses, Célia. Sur notre mariage, sur la naissance de Léo. À quoi ressemblait-il? Taille moyenne, portait des lunettes, un chapeau. Je n'ai jamais bien vu son visage. Le soleil était derrière lui. Exactement comme Léo l'avait décrit. Chaussures grises, lunettes, un chapeau. Nolan, ne perds pas Léo de vue. Pas une seconde. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Costa, mais l'appel est allé sur la messagerie vocale. Alors que je baissais le téléphone, il a sonné dans ma main. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô? Rien que le silence, puis une voix déformée, tu aurais dû mourir, pas ton frère. La ligne a été coupée. Frère? Je n'avais pas de frère. J'étais enfant unique. Toujours été, n'est-ce pas? Le rêve du placard verrouillé m'est revenu à l'esprit, les marques de griffes sur la porte, la voix de l'intérieur, tu m'as oublié. J'ai appelé ma mère, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Célia, a-t-elle répondu, l'air méfiant. Quoi encore? Est-ce que j'avais un frère? La question a jailli de moi, désespérée et brute. Le silence s'est étiré entre nous,
si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, un souffle saccadé. Comment l'as-tu découvert? La pièce a tourné autour de moi. C'est vrai? Un jumeau, a-t-elle murmuré. Tu avais un frère jumeau. Silas. Que lui est-il arrivé? Où est-il? Il s'est noyé. Quand vous aviez 5 ans. Sa voix s'est brisée. Dans le lac derrière notre maison. Tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé. Le traumatisme, tu as oublié. Le médecin a dit qu'il valait mieux ne pas te le rappeler. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux, le même ton qu'elle avait utilisé en me disant que le placard n'était que du rangement. Tu mens, ai-je dit, une certitude soudaine m'inondant. Qu'est-il vraiment arrivé à Silas? Plus de silence. Puis, je ne peux pas faire ça par téléphone. Reviens dans le Vermont. Ce soir. Avant que je puisse répondre, on a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu Costa, l'expression sinistre. Je l'ai laissé entrer. Nous avons trouvé la voiture de Tilda, abandonnée près de l'autoroute, a-t-elle dit sans préambule. Aucune trace d'elle. Je pense savoir qui est derrière tout ça, ai-je dit, les mots sortant en cascade. Mon frère jumeau, Silas. Ma mère vient de confirmer son existence, mais prétend qu'il s'est noyé quand nous avions 5 ans. Je pense qu'elle ment. Les yeux de Costa se sont écarquillés. Un jumeau. Cela change tout. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de la voix déformée affirmant que j'aurais dû mourir à la place de mon frère. Nous devons parler à votre mère, a convenu Costa. Et nous devons mettre Léo en sécurité jusqu'à ce que nous résolvions cela. Ce soir-là, Costa a pris des dispositions pour qu'un policier reste avec Nolan et Léo pendant que nous retournions dans le Vermont. Pendant tout le trajet, mon esprit était agité de souvenirs fragmentés, des éclairs d'un garçon qui me ressemblait jouant près d'un lac, une main glissant de la mienne, des cris, des éclaboussures d'eau, puis rien. Ma mère attendait quand nous sommes arrivés, son visage hagard. « Asseyez-vous » a-t-elle dit en faisant un signe de tête à Costa. Toutes les deux. Nous nous sommes installés dans son salon impeccable, l'air lourd de vérités non dites. Je n'ai pas menti sur le fait d'avoir des jumeaux, a-t-elle commencé, les mains se tordant sur ses genoux. Toi et Silas êtes nés à 7 minutes d'intervalle. Identiques, à l'exception d'une petite tache de naissance sur son épaule gauche. Que lui est-il arrivé, ai-je exigé. Il n'y a pas eu de noyade. C'était l'histoire que nous avons créée. Elle a pris une profonde inspiration. Quand vous aviez 5 ans, j'ai fait une dépression nerveuse. Votre père nous avait quittés. Je travaillais 2 emplois, dormant à peine. Une nuit, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je ne pouvais pas fonctionner. Un médecin est venu, un collègue de votre père. Il a suggéré un établissement résidentiel pour moi, a dit que les enfants seraient pris en charge. Les enfants, au pluriel? Elle a hoché la tête. Mais quand j'ai été libéré, 3 mois plus tard, ils m'ont dit que Silas avait été transféré dans un foyer spécialisé. Qu'il avait montré des signes de comportement troublants, blessé des animaux, allumé de petits feux. Et vous les avez crus, a interjeté Costa. Je ne voulais pas, a murmuré ma mère, mais ils m'ont montré des rapports, des évaluations. Ils ont dit qu'il serait mieux dans des soins spécialisés, et que tu serais traumatisé si tu te souvenais. Alors vous les avez laissés le prendre, ai-je dit, la voix creuse. Et vous m'avez menti toute ma vie. Des larmes ont coulé sur son visage ridé. Je pensais que je te protégeais. Ils ont dit que le contact déclencherait une psychose chez vous deux. Qui sont-ils, a insisté Costa. Quel était le nom de cet établissement? Le foyer pour enfants de la Lumière Creuse. Dirigé par le docteur Marcus Webb. Au matin, Costa avait obtenu les dossiers du foyer pour enfants de la Lumière Creuse, désormais fermé. L'établissement avait été fermé en 1998 après des allégations de traitements expérimentaux et de mise en danger d'enfants, mais aucune accusation n'a jamais été portée faute de preuves. Silas Porter a été admis en 1993, a confirmé Costa en parcourant des documents sur son ordinateur portable. Transféré en famille d'accueil à la fermeture du foyer, puis disparaît du système à l'âge de 16 ans. Il aurait mon âge maintenant, ai-je dit, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. 33 ans. Il y a plus, a dit sombrement Costa. Le symbole, le croissant de lune dans un œil. C'était le logo du foyer pour enfants.
Et les recherches du docteur Webb se concentraient spécifiquement sur les vrais jumeaux. Il croyait qu'ils partageaient un canal de mémoire qui pouvait être accessible et manipulé. J'ai pensé aux enregistrements que nous avions entendus, des enfants qui pleuraient, qui chuchotaient. Ma propre voix disant à Léo de courir. Ma voix était-elle truquée dans cet enregistrement? Costa a secoué la tête. Peu probable. La technologie n'était pas assez sophistiquée à l'époque. Mais vous aviez 5 ans quand Silas a été emmené. Ils auraient pu vous enregistrer dans le cadre de leur recherche. Mon téléphone a sonné. Nolan. Célia, nous avons un problème, a-t-il dit, la voix tendue. Un homme m'a recontacté. Il dit qu'il a des informations sur toi et Léo. Ne le rencontre pas, ai-je dit vivement. C'est un piège. Je l'ai déjà fait, a admis Nolan. La nuit dernière, pendant que tu conduisais vers le Vermont. Il m'a montré des photos, Célia. De toi enfant, avec un autre enfant, identique à toi. Mon cœur s'est emballé. Que voulait-il? Des informations sur Léo. Sa routine, ses habitudes. La voix de Nolan s'est brisée. Je pense que j'ai fait une terrible erreur. Que lui as-tu dit? Rien d'important, je le jure. Mais il savait des choses. Il a dit que son nom était Simon Porter, a prétendu être ton cousin enquêtant sur l'histoire de votre famille. Silas, pas Simon. Mon jumeau. Nolan, écoute-moi très attentivement. Cet homme est dangereux. Prends Léo et va chez tes parents dans le nord de l'État. Ne dis à personne où tu vas, pas même à moi. Je te contacterai quand ce sera sûr. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Costa. Nous devons trouver Silas. Maintenant. Avant qu'il n'atteigne Léo. Nous avons passé la journée à suivre toutes les pistes sur la lumière creuse et le docteur Webb. Les actes de naissance ont confirmé que Silas et moi étions des jumeaux monozygotes, une rareté pour des jumeaux garçons ou filles expliquée par une anomalie génétique appelée jumeaux monozygotes avec développement sexuel différentiel. Le soir, nous avons découvert que le docteur Webb n'était pas mort dans cet incendie de maison après tout. Il vivait sous un nom d'emprunt jusqu'à sa mort réelle il y a 3 ans. Et parmi ses possessions, les autorités avaient trouvé des centaines d'enregistrements, de photographies et de dossiers sur les enfants de son foyer. Il croyait pouvoir extraire les souvenirs traumatiques d'un jumeau et les transférer à l'autre, a expliqué Costa alors que nous retournions chez moi. C'était de la pseudoscience, mais il a apparemment convaincu d'autres personnes, y compris certains parents. Mon père, ai-je dit. Il était aussi professeur de psychologie. Ils étaient collègues. Nous étions presque à la maison quand Costa a reçu un appel. Son visage a pâli en écoutant. Quand, a-t-elle exigé? Des signes d'effraction? Elle a raccroché, les mains serrant fermement le volant. L'agent qui surveillait votre maison a trouvé quelque chose dans votre jardin. Une porte de cave scellée, cachée sous votre abri de jardin. C'est impossible, ai-je dit. Il n'y a pas de cave. Mais il y en avait une. Quand nous sommes arrivés, les techniciens de la scène de crime traitaient déjà la petite pièce souterraine, accessible par une trappe sous mon abri de jardin, un abri qui était là quand j'ai emménagé. La cave contenait une table, une chaise et des murs couverts de dessins d'enfants. Dans un coin, une boîte contenait de petits jouets et ce qui ressemblait de façon troublante à de petits os d'animaux. Il vous observe depuis que vous avez emménagé, a dit Costa. Caché juste sous votre maison. Mon téléphone a de nouveau sonné. La sonnerie de Nolan. Êtes-vous chez tes parents, ai-je demandé immédiatement. Changement de plan, a dit Nolan, sa voix étrangement plate. Nous sommes au chalet. Le chalet? La famille de Nolan possédait un chalet de chasse dans les Adirondacks que nous avions visité une fois il y a des années. Pourquoi là-bas? Ce n'était pas le plan. Il a dit que ce serait plus sûr. La voix de Nolan est tombée à un murmure. Célia, il a une arme. Il dit qu'il veut juste te parler. De ce qu'ils vous ont fait à tous les deux. Mon sang se glaça. Passe-le-moi au téléphone. Un moment de silence, puis une nouvelle voix, similaire à la mienne en hauteur mais plus dure, avec un léger enrouement. Bonjour, ma sœur. Ma gorge s'est nouée. Silas? Tu te souviens de moi? Il semblait satisfait. Je n'étais pas sûr que tu t'en souviendrais. Laisse-les partir. S'il te plaît. Ils n'ont rien à voir avec ce qui nous est arrivé. C'est là que tu te trompes.
Sa voix s'est durcie. Ton fils a tout à voir avec ça. Il est assez pur pour réinitialiser le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu viennes seul. Pour te souvenir de ce qu'ils nous ont fait. De ce qu'ils t'ont pris et m'ont donné. Une pause. Des coordonnées GPS te sont envoyées par texto maintenant. Tu as 3 heures. La ligne a été coupée. Costa a immédiatement appelé des renforts, mais l'équipe tactique la plus proche était à des heures de là. Le chalet était profondément dans les montagnes, accessible uniquement par un chemin de terre étroit. Je dois y aller seul, ai-je dit, attrapant déjà mes clés. Absolument pas, a protesté Costa. Cet homme est dangereux, Célia. Il planifie ça depuis des années. C'est mon frère. Et il a mon fils. Finalement, nous avons fait un compromis. Costa me suivrait 30 minutes derrière moi, en coordination avec les autorités locales. J'irai en premier, essayant de faire parler Silas jusqu'à l'arrivée des secours. Le trajet jusqu'au chalet fut un flou de routes de montagne et de prières désespérées. En approchant du dernier virage, mes phares ont illuminé une silhouette debout sur la route. Tilda. J'ai freiné brusquement, stupéfaite. Elle était débraillée mais semblait indemne. Il m'a laissé partir, a-t-elle dit alors que je baissais ma vitre. Il a dit que j'avais livré mon message, que je n'étais plus nécessaire. Où sont Léo et Nolan? À l'intérieur. L'homme? Silas, il n'est pas ce que vous pensez. Ses yeux étaient grands ouverts, presque fiévreux. Il m'a sauvé, il y a des années. Des mêmes personnes qui vous l'ont pris. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, tu n'es pas seul. Le marché est annulé. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que Costa arrivait. Je dois y aller, ai-je dit en enclenchant une vitesse. Mettez-vous en sécurité. J'ai appuyé sur l'accélérateur, prenant le dernier virage trop vite, le gravier giclant alors que je dérapais pour m'arrêter devant le petit chalet en bois. Une seule lumière brûlait à la fenêtre. À l'intérieur, j'ai trouvé Nolan attaché à une chaise, une ecchymose assombrissant sa joue gauche. Léo n'était nulle part en vue. Où est-il? Ai-je exigé en me précipitant pour détacher Nolan. Où est Léo? Pièce du fond, halta Nolan alors que je le libérais. Célia, il est fou. Il pense que Léo est une sorte de réceptacle pour ses souvenirs. Une lame de plancher a grincé derrière moi. Je me suis retourné pour me retrouver face à moi-même, ou plutôt, la version masculine de moi. Silas. Les mêmes yeux, la même bouche, comme si je regardais dans un miroir déformant qui ne changeait que votre sexe. Bonjour, Célia, a-t-il dit doucement. J'ai attendu si longtemps pour te revoir. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. C'était comme regarder un négatif photographique de moi-même, familier et pourtant déformé, reconnaissable et pourtant faux. Où est Léo? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Silas a fait un geste vers une porte fermée. Il dort paisiblement. Je ne lui ferai jamais de mal. Laisse-moi le voir. Il a hoché la tête, s'écartant pour me laisser passer. J'ai ouvert la porte lentement. Le cœur dans la gorge, Léo était allongé sur un petit lit de camp, enroulé autour de son jouet dinosaure, respirant régulièrement. Un soulagement m'a inondé si puissamment que mes genoux ont failli flancher. Quand je suis revenu dans la pièce principale, Silas avait complètement détaché Nolan. Tu peux y aller, a-t-il dit à mon ex-mari. Je n'avais besoin de toi que pour amener le garçon. Nolan m'a regardé, l'incertitude dans les yeux. Je ne pars pas sans Léo et Célia. C'est ton choix, a haussé les épaules Silas. Mais ce qui va se passer ensuite n'est pas pour toi. J'ai étudié mon jumeau alors qu'il se déplaçait dans le chalet, allumant une lampe à huile alors que l'obscurité tombait dehors. Il se déplaçait avec une grâce délibérée, ses gestes contrôlés et précis, aucun mouvement gaspillé, rien à voir avec ma propre énergie nerveuse. Pourquoi fais-tu ça? Ai-je demandé. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Silas s'est installé dans une chaise, me considérant d'un air pensif. Parce qu'il est temps pour toi de connaître la vérité. Sur ce qu'ils nous ont fait. Sur ce qu'ils t'ont pris et m'ont donné. La lumière creuse. Le docteur Webb. Il a hoché la tête. Ils nous ont séparés parce que nous étions des sujets parfaits. Des jumeaux identiques avec l'anomalie génétique qui a fait un homme et une femme.
Il croyait pouvoir extraire les souvenirs traumatiques d'un jumeau et les transférer à l'autre. Ce n'est pas possible, a interjeté Nolan. Silas lui a tourné des yeux froids. Vraiment? Demande à Célia à propos de ses rêves. Du placard verrouillé, des griffures sur la porte. Demande-lui pourquoi elle a enterré sa poupée avec son chien quand elle avait 7 ans. Un frisson m'a parcouru. Comment sais-tu ça? Parce que ce n'était pas ton souvenir, a dit doucement Silas. C'était le mien. J'ai été enfermé dans ce placard en guise de punition. J'ai gratté jusqu'à ce que mes doigts saignent. J'ai tué ton chien, Rusty, parce qu'il m'a mordu. Et toi, Célia parfaite et protégée, tu as enterré ta poupée avec lui dans un acte de deuil enfantin. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas vrai. Tu te souviens de ce qu'il voulait que tu te souviennes, a-t-il coupé, pendant qu'il me nourrissait de tes cauchemars, de tes peurs, les parties de l'enfance qu'il voulait extraire de toi. Dehors, j'ai entendu le son lointain de véhicules qui approchaient. Costa et ses renforts. Il fallait que je le fasse parler. Alors tu as créé le personnage de l'observateur? Laissez ses notes? Il a hoché la tête. J'avais besoin de te montrer les mensonges. À quel point tu es vraiment vulnérable. À quel point quelqu'un pourrait tout te prendre facilement, tout comme ils m'ont pris. Et Tilda? Les autres enfants disparus? Je n'ai jamais enlevé d'enfants. Ses yeux ont brillé d'une colère sincère. Je les ai sauvés. De foyers comme la lumière creuse. De gens comme Webb et notre père. Notre père? Le mot semblait étrange sur ma langue. Il a financé les recherches de Webb. Il nous a offert comme sujet quand Mère a fait sa dépression. Silas s'est penché en avant. Il est toujours en vie, Célia. Il vit en Arizona sous un nouveau nom. Les véhicules se rapprochaient maintenant. Silas a penché la tête, écoutant. Tes amis de la police sont presque là, a-t-il dit calmement. Alors je vais faire vite. Il a sorti 2 clés de sa poche. 2 clés. L'une déverrouille l'abri derrière ce chalet, où Léo dort réellement. Ce n'était qu'une poupée sur le lit. L'autre déverrouille un box de stockage à Rochester avec toutes les recherches de Webb, chaque enregistrement, chaque dossier, y compris ce qu'ils nous ont fait. Il a posé les 2 clés sur la table. Tu ne peux en prendre qu'une. L'autre aura disparu pour toujours. Tu mens, ai-je dit. Léo est dans cette pièce. Je l'ai vu. Vraiment? Où as-tu vu ce que tu t'attendais à voir? L'espoir désespéré d'une mère? Le doute s'est insinué. Je n'avais pas touché Léo, je n'avais pas vérifié de près dans mon soulagement. Le temps presse, a dit Silas alors que des phares balayaient les fenêtres. Ton fils, ou la vérité? Choisis. Sans hésiter, j'ai attrapé la clé qu'il avait indiquée comme étant celle de l'abri. Léo est tout ce qui compte. Silas a souri, un sourire triste et entendu. Je savais que tu le choisirais. Tout comme Mère t'a choisi. La porte s'est ouverte en grand, Costa menant une équipe de policiers les armes au poing. Police. Les mains en l'air. Mais Silas bougeait déjà, filant par une porte arrière. 2 policiers l'ont poursuivi dans l'obscurité. J'ai couru dehors vers l'abri, les mains tremblantes en essayant la clé. Elle a fonctionné. À l'intérieur, Léo dormait en effet sur un lit de camp, exactement comme j'avais cru le voir dans le chalet. Maman, a-t-il marmonné alors que je le prenais dans mes bras. Je suis là, mon bébé. Tu es en sécurité maintenant. Au cours des heures suivantes, le chalet est devenu une scène de crime. Silas avait disparu dans la forêt, bien que les agents aient trouvé une voiture abandonnée à 1 kilomètre de là, contenant des dizaines de dossiers et d'enregistrements. Il a laissé les preuves, malgré votre choix. Il voulait que vous ayez les 2, a dit Costa alors que nous regardions le lever du soleil depuis le porche du chalet, Léo endormi contre mon épaule. Le garçon et la vérité. Parmi les dossiers se trouvait une cassette étiquetée, AC Amanda Costa, la sœur disparue de l'inspectrice Costa. Elle est en vie, a dit Costa, la voix brisée. Selon ces dossiers, elle a été adoptée par une famille en Oregon après avoir été retirée du foyer. Silas avait inclus son adresse actuelle. Dans les jours qui ont suivi, d'autres révélations ont émergé. Les cassettes contenaient des preuves concernant plus de 17 enfants qui avaient fait partie des expériences de Webb. La plupart étaient en vie, leurs allées et venues notées dans les dossiers méticuleux de Silas. Tilda a été retrouvée chez elle,
secoué mais indemne. Elle a admis connaître Silas depuis des années. Il avait sauvé sa nièce, Becca, d'un foyer similaire à la Lumière Creuse, et elle l'aidait à retrouver d'autres victimes depuis. Il n'a jamais voulu faire de mal à Léo, m'a-t-elle dit. Il avait juste besoin que vous compreniez ce qui vous a été enlevé à tous les deux. 6 mois plus tard, Léo était assis en face d'une thérapeute au visage bienveillant, dessinant des images de son expérience. Ses cauchemars s'étaient progressivement estompés, remplacés par des rêves d'enfants typiques de dinosaures et de super-héros. Je ne rêve plus de lui, m'a dit Léo un soir alors que je le bordais. L'homme avec ton visage. C'est bien, ai-je dit en lui lissant les cheveux. Il n'était pas méchant, maman. Il était juste perdu. Silas restait en fuite, bien que des cartes postales occasionnelles arrivent de différentes villes. Pas de mots, juste le symbole du croissant de lune et de l'œil, maintenant transformé dans mon esprit de quelque chose de sinistre à quelque chose de triste, un symbole d'intention tordue mais bonne et de séparation. Costa a été réuni avec sa sœur, construisant une relation fragile après des décennies de séparation. Elle restait déterminée à traduire mon père et les membres restants du réseau de web en justice. Quant à moi, j'avais trouvé une paix précaire. Les portes verrouillées de mon esprit avaient été ouvertes, des souvenirs à la fois miens et non miens étant maintenant reconnus. Je comprenais maintenant à quel point la frontière entre le soi et l'autre pouvait être fragile, surtout pour des jumeaux séparés et utilisés comme expérience. Je pensais souvent à Silas, mon autre moi, portant le fardeau de souvenirs qui auraient dû être partagés entre nous, l'obscurité qui aurait dû être divisée par deux, et non concentrée sur un enfant tandis que l'autre était protégé. Un soir, alors que les feuilles d'automne tombaient à nouveau devant notre nouvelle maison à des centaines de kilomètres de l'ancienne, j'étais assise à écrire dans mon journal. Pas sur la peur cette fois, mais sur la compréhension. Sur la guérison. Je pensais que la pire chose qui pouvait arriver était de perdre mon fils, ai-je écrit. Je n'aurais jamais imaginé que cela me mènerait à me retrouver. Moi-même, dans mon intégralité, y compris les parties qu'on m'avait fait oublier. Le frère qui était à la fois étranger et moi-même. Le passé qui nous appartenait à tous les deux. J'ai fermé le journal, écoutant la douce respiration de Léo depuis sa chambre. En sécurité. Entier. Et finalement, moi aussi. Que feriez-vous si votre plus grande peur et votre plus profonde vérité s'avéraient être la même personne? Si cette histoire vous a tenu en haleine, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour plus de thrillers psychologiques qui explorent l'obscurité cachée à la vue de tous.